Vous nous rejoignez, il est 16h45 et édition spéciale alors que la manifestation sur la loi sécurité globale est émaillée de tensions et de heurts cet après-midi. Une manifestation qui a commencé en tout début d'après-midi, porte des Lilas dans la capitale, dans une ambiance bon enfant. Et puis peu après 15h, les premières heures ont éclaté le long du cortège. On va tout de suite justement faire le point sur place avec notre reporter David Khalifa. David, est-ce que vous m'entendez? Alors vous étiez en fin de cortège tout à l'heure, dans une ambiance plutôt bon enfant. Et puis là aussi, ça a un peu dégénéré. Où en est la situation de votre côté, David? Ouais, ça a dégénéré, c'est le mot, Olivier. Une situation extrêmement tendue ici, toujours près de la porte des Lilas finalement, puisque le cortège a été statique du début à la fin. Ils ont dû même retirer puisqu'il y a eu plusieurs projectiles de manifestants envers les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont répondu par des gaz lacrymogènes. Vous le voyez derrière moi, des incendies de panneaux publicitaires. Les pompiers ont été obligés d'intervenir, des incendies également de poubelles. Mais cette situation était vraiment très tendue pour moi. Il était impossible de pouvoir reporter ce qui se passait sur le terrain puisque des gaz lacrymogènes étaient tirés en abondance vers nous. Il était impossible de respirer. J'ai donc dû mettre le matériel de protection et c'est assez aberrant de voir ces images finalement, puisque ce mouvement se veut pacifique. La plupart des manifestants en tout cas étaient venus manifester pacifiquement ici pour protester contre ce projet de loi sécurité globale. Et c'est vrai que d'un coup ça a dégénéré encore une fois. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises. Le préfet Didier Lallement avait prévenu qu'il ne voulait pas de scénario similaire à la semaine dernière, et finalement on en revient encore une fois à des heurts entre manifestants et policiers. Encore une fois, cette méthode, cette stratégie de Didier Lallement d'être proche des manifestants, eh bien c'est ce qui tend finalement un peu le cortège et cette mobilisation. L'objectif est toujours le même pour ces milliers de manifestants dans la rue, c'est le retrait pur et simple de ce projet de loi sécurité globale. Ils sont venus également pour leurs acquis sociaux manifester contre le chômage, manifester contre le licenciement abusif. Et puis finalement on en revient aussi aux gilets jaunes, puisque la plupart des gilets jaunes qui sont dans le cortège m'ont dit que voilà, ils avaient l'impression de revenir au samedi de 2018, puisque c'était les mêmes circonstances pour ces manifestants. Et finalement, il y a eu un mouvement de foule assez impressionnant ici. C'est vraiment triste de voir à quel point cette manifestation a pu dégénérer, puisque vous le disiez tout à l'heure, Olivier, l'ambiance était très festive, beaucoup de camions, beaucoup de musique. Et le problème est que des familles étaient également présentes au sein du cortège. Des enfants ont reçu des gaz lacrymogènes. Beaucoup de blessés aussi à démembrer, dont un blessé grave. Un médecin a dû intervenir en urgence. Vous l'aurez compris, la situation est extrêmement tendue. Et la mobilisation, la manifestation ne pourra pas aller à son terme. En tout cas, pour le moment, il est très très compliqué de pouvoir dire que le cortège va reprendre pour se rendre à la place de la République, là où la manifestation doit se finir, lieu de dispersion de cette manifestation contre le projet de loi de sécurité globale. Merci beaucoup David pour toutes ces précisions. On vous retrouve bien entendu tout au long de cette édition spéciale. David Khalifa au cœur du cortège de la manifestation contre la loi sécurité globale. Et pour continuer à parler de cette proposition de loi, Antonin Péchard nous a rejoint. Il est avocat à Paris. Antonin Péchard, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Peut-être votre réaction à un scénario similaire donc au cours de cette manifestation à celui de samedi dernier, avec des violences et des casseurs. Quelle est votre réaction, votre sentiment quand vous découvrez ces images? Bonjour, merci de m'avoir invité. Mon sentiment, c'est que le déroulement de cette manifestation va porter atteinte au message que les manifestants pacifiques auraient souhaité pouvoir faire passer. Ensuite, la violence qu'on voit sur les images qui passent actuellement à l'écran, bien qu'on ne puisse pas la justifier ou l'excuser, par quoi elle s'explique. Comme l'a dit l'intervenant qui m'a précédé, 3 années de manifestations ininterrompues dans notre pays,
un dialogue impossible qu'on constate à tous les niveaux, puisque lorsque je prends l'exemple de ma profession, on est appelé par les ministères à des auditions pour donner nos positions sur les projets de loi qui sont envoyés au Parlement. On ressort de l'audition avec un copier-coller du texte sur lequel nous avons discuté. Donc le dialogue est manifestement rompu. Et plus on va avancer dans ce discours de sourds, on fait semblant de nous écouter, où on fait semblant d'avoir compris ce qu'on avait à dire et que finalement on n'en a que faire, je pense que le gouvernement est l'artisan et a pavé la voie à ces manifestations violentes. Alors, vous restez... J'en veux aussi pour preuve que le président de la République a réagi aux violences sur la personne de Monsieur Zecler, dont acte. On a entendu ses propos. Maintenant, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il va faire? On a des paroles, mais on n'a pas d'action. Antonin Péchard, avocat, vous restez avec nous puisque Benjamin Cauchy, le porte-parole de Debout la France, est également avec nous pour poursuivre ces manifestations. Benjamin Cauchy, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Bonjour. Un mot également, votre sentiment quand vous voyez ces images, ces violences finalement qui se répètent, même scénario que samedi dernier. Comment vous les comprenez ou vous les expliquez? Ce que je comprends, c'est que Emmanuel Macron conduit une politique d'échec sécuritaire. On voit bien que les gens ne se sentent plus en sécurité dans le pays et que le droit de manifestation est sali par des émeutiers et que les forces de l'ordre sont attaquées dans leur quotidien, 10 000 policiers, gendarmes blessés. Donc Emmanuel Macron essuie les conséquences de l'échec de sa politique sécuritaire. Il essuie également l'échec de sa politique sociale, puisque les Black Blocs, les casseurs, utilisent les mouvements sociaux, la colère légitime qui se passe de façon pacifique normalement dans une manifestation, se servent de ces mouvements comme un cheval de Troie pour aller détruire l'État. Nous avons des manifestants qui veulent changer la politique et nous avons des émeutiers qui veulent détruire l'État. Et moi, j'invite les manifestants à bien réfléchir à leur mode d'action, car aujourd'hui, ils ne sont que les idiots utiles, pardonnez-moi, ils ne sont que les idiots utiles pour maintenir ce régime de peur qui se répand sur vos écrans depuis le début de l'après-midi. Alors on va retrouver Antonin Péchard, avocat, qui est avec nous. Pour revenir justement, on va revenir maintenant, je vous propose plus dans le fond de ce projet de loi sur la sécurité globale. Au cœur des débats, ce fameux article 24, le Parlement a annoncé sa réécriture. Antonin Péchard, aujourd'hui, le gouvernement, est-ce qu'il a intérêt finalement à le retirer ou vous attendez quelque chose de cette réécriture? Alors, très franchement, j'attends absolument rien de la prétendue ou de l'annoncée réécriture de cet article. Bon, sur cette loi, vous avez l'article 24 qui est au cœur des débats, mais vous avez les articles 20, 21, 22, 24 et 25 qui doivent être retirés de ce projet de loi. Quand vous avez le défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante, qui rend un avis qui décrédibilise cette loi dans la plupart de ses dispositions essentielles, la sagesse d'un gouvernement aurait été de retirer ce projet de loi. D'ailleurs, on parle de projet de loi, mais je crois qu'il s'agit plutôt d'une proposition de loi. C'est-à-dire que le gouvernement a demandé à l'un de ses députés, puisque c'est comme ça que ça se passe, de proposer le texte au Parlement. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque le texte est à l'initiative du gouvernement, il passe par le filtre toujours, nécessairement, systématiquement, du Conseil d'État, qui rend un avis sur la constitutionnalité des dispositions qui vont être soumises au Parlement. Quand vous passez par une proposition de loi, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et c'est une tactique du gouvernement pour éviter ce filtre et pouvoir faire passer des dispositions symboliques. Pourquoi est-ce qu'on doit retirer l'article 24?
parce qu'il est parfaitement attentatoire aux libertés individuelles les plus basiques et les plus fondamentales pour lesquelles les Français sont battus depuis la Révolution française, et d'autant plus qu'il vient protéger un intérêt qui est déjà protégé par de nombreux autres articles de loi. Alors, Benjamin Cauchy, selon vous, cette proposition de loi, elle doit être retirée, en tout cas vous souhaitez qu'elle soit retirée dans sa totalité ? Non. Les députés de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, José Évrard, se sont abstenus sur cette proposition de loi. Se sont abstenus parce que ils trouvaient évidemment, et nous trouvions, que l'article 24 était mal construit, mal ficelé, fouillis et était à plein d'ambiguïté. La liberté de la presse est fondamentale. Maintenant, il est indispensable pour notre société de protéger nos forces de l'ordre. C'est le dernier rempart avant que l'État ne s'effondre. La sécurité, l'ordre public est le dernier rempart avant que l'État ne s'effondre. Et lorsque l'on voit que ce soit par le biais du terrorisme, avec les images des forces de l'ordre qui sont exposées sur les écrans, lorsque l'on voit tous ces radicaux d'ultra-gauche, ces black blocs, qui vont identifier les forces de l'ordre et s'amuser à les intimider sur les réseaux sociaux. Ça, il est hors de question de laisser faire cela. Donc on peut effectivement, et nous devons tous être vigilants quant au respect de nos libertés individuelles et de nos libertés fondamentales, mais en aucun cas nous devons baisser la garde face à cette nécessité de donner toute confiance à notre police. Alors justement, certains policiers, Benjamin Cauchy, qui étaient très en colère, alors on a entendu ici sur RT France, mais également après les propos d'Emmanuel Macron sur la question du contrôle aux faciès, des policiers qui ont appelé finalement à ne plus faire de contrôle, qui se sont sentis lâchés par le chef de l'État. Est-ce que vous les comprenez ? Je comprends parfaitement leur désarroi. On demande aux forces de l'ordre d'intervenir là où il y a eu des dangers précédents, là où il y a plus de potentialité de délinquance. Et on se retrouve malheureusement soit dans des quartiers où historiquement et sociologiquement, démographiquement, nous avons une population qui est d'origine étrangère, qui est ou non assimilée, mais quoi qu'il en soit, qui est d'origine étrangère. Donc la propension à aller tester et vérifier l'identité des personnes s'ils se retrouvent effectivement soit de couleur, moi je comprends les forces de l'ordre. C'est un élément statistique, ce n'est pas une volonté politique. Maintenant, on peut également s'interroger sur les raisons politiciennes pour lesquelles Emmanuel Macron a lâché en pleine pâture les forces de l'ordre, alors que nous assistons à une guérilla urbaine hebdomadaire tous les samedis. C'est quand même hallucinant. Et là, il est clairement dans de la flatterie électoraliste. Il a conscience que les forces de l'ordre ne soutiennent pas sa politique. D'une part, parce qu'il a envoyé les forces de l'ordre au casse-pipe contre des gilets jaunes et avec des techniques de maintien de l'ordre inappropriées. Il a envoyé au charbon le mouvement social contre la République. Les forces de l'ordre contre les gilets jaunes, c'était inadmissible. Aujourd'hui, les Français soutiennent en majorité leur police. Ils aiment leur police parce qu'ils se sentent en insécurité, ils ont besoin d'eux. Et aujourd'hui, le gouvernement et Emmanuel Macron, pour aller racler sur sa gauche, pour aller racler les fonds de caniveau de la gauche, pardonnez-moi, va lâcher la police en pleine pâture. Donc ça, c'est indigne de sa fonction. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit en préambule, ça symbolise l'échec de sa politique. Antonin Péchard, en quelques mots, vous comprenez cette colère, vous, des policiers, colère qu'on a entendue, je le disais, notamment sur cette antenne cet après-midi. Bien sûr que je pense que comme la grande majorité des Français, on ne peut que comprendre la colère des policiers. Mais cette colère, elle est légitime quand les policiers viennent nous parler de leurs conditions de travail, notamment. Puisque le souci dans la police, c'est comment sont dirigés les budgets, quels sont les objectifs. Et ça, la question, à cette question, on y répond en sachant quel est l'objectif de la police. Alors la politique du chiffre, elle va vous amener à armer la police. Et donc on va dépenser... Antonin Péchard, on continue
d'en parler dans quelques instants. Il est maintenant 17h sur RT France. Des manifestations partout dans le pays contre la loi sécurité globale. À Paris, il aura fallu moins de 3/4 d'heure pour assister à de nouveaux heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Atmosphère très tendue et heurts violents avec la police qui continue en ce moment même. Et des heurts, on vous le disait, ont lieu donc en ce moment dans la capitale. Vous pouvez le voir sur ces images en direct. On a vu tout au long de l'après-midi beaucoup de feux, comme vous le voyez à l'antenne, des voitures qui ont brûlé, des projectiles jetés contre les forces de l'ordre. Et on le disait, manifestation aussi dans de nombreuses villes en France. À Toulouse, par exemple, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour protester contre la loi de sécurité globale. Vous le voyez sur ces images, un autre grand rassemblement a eu lieu en ce moment dans le Nord, à Lille, plus exactement. D'ailleurs, plusieurs personnalités politiques sont présentes et parmi les manifestants, c'est le cas d'Adrien Quatennens, député La France Insoumise de la première circonscription du Nord. Il s'est exprimé en début d'après-midi. Je vous propose de l'écouter. Cette loi est une loi de conflictualité. Là où nous avons besoin d'une refondation de la police républicaine et d'un changement complet de la doctrine pour la désescalade. Cette loi est la honte de la France, montrée du doigt à l'international par l'ONU, par une centaine d'organisations de défense des droits humains. Et Emmanuel Macron y répond par quoi? Un post Facebook et un exercice de communication de 2h30 sur une chaîne média, sur un réseau social dont le journaliste avait eu à subir les violences la semaine dernière. Et des heurts donc qui se poursuivent, tensions qui se poursuivent dans les rues parisiennes. Il est 17h, des heurts qui ont commencé peu après 15h avec des projectiles jetés contre les forces de l'ordre, des voitures brûlées également. On va aller sur place pour retrouver notre reporter David Khalifa. David, alors vous étiez au cœur du cortège, à la fin du cortège tout à l'heure. L'atmosphère était bon enfant et puis ça a dégénéré. Là, vous vous trouvez au cœur des tensions. Qu'en est-il ? Eh bien, effectivement, un incendie qui s'est déclaré juste derrière moi. Et sur ces images d'Alexandre Planas, vous voyez que la situation est toujours extrêmement tendue, puisqu'une banque a été prise à partie également. Vous le voyez, les vitrines ont été détruites par les manifestants. Les forces de l'ordre ne sont pas encore intervenues. Les pompiers arrivent pour éteindre ces feux qui se sont déclarés un peu partout au sein du cortège. La situation a quelque peu dégénéré, comme vous l'avez dit, Olivier, puisque la manifestation se passait dans une ambiance très pacifique, dans une ambiance très bon enfant. Et d'un coup, des projectiles ont été jetés sur les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont répondu par des jets de gaz lacrymogène. Comme d'habitude, c'est une minorité évidemment de manifestants qui ont participé à ce jet de projectiles, une minorité de casseurs qui justement, vous le voyez aussi sur ces images, un scooter brûlé en live pour vous montrer à quel point la situation est tendue. Et comme je vous le disais, comme je vous le répétais, c'est encore une fois une minorité de manifestants qui ont participé à ce cassage de banques, à ces incendies que vous pouvez voir tout au sein du cortège. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises avec des jets de gaz lacrymogène en abondance sur les manifestants. Ce qui est aussi grave à signaler, c'est que plusieurs familles sont passées et plusieurs enfants notamment sont passés à travers le nuage de lacrymogène, ce qui a pu être dur et effrayant pour la plupart des familles qui vont passer. Vous le voyez là, les forces de l'ordre vont charger en live juste ici pour vous montrer la situation tendue. Voilà, les forces de l'ordre vont procéder à une charge, voilà, pour répondre à ces incendies et aux provocations d'une minorité de manifestants. Des jets de projectiles sont jetés sur eux et ça charge. Voilà, c'est toujours très très tendu ici et beaucoup de... Des jets de pétards également à plusieurs reprises. Il est compliqué pour moi de retrouver mon caméraman puisque du coup il se trouve derrière les forces de l'ordre. Et moi je suis entre les manifestants et les forces de l'ordre. Et les projectiles se font à répétition
C'est vraiment un paysage de guerre civile ici, hein. On peut le dire, hein. Le mot est dur, le mot est... Mettez-vous à l'abri, retrouvez votre peut-être camarade. exagéré, mais c'est la vérité. C'est la vérité, voilà, c'est la vérité. David, alors vous... C'est ces images qu'on voit aujourd'hui et c'est vraiment triste. Alors David, merci pour toutes ces précisions. Retrouvez votre caméraman, mettez-vous à l'abri. On va retrouver Thomas Bonnet maintenant, également mobilisé au cœur de la manifestation. Thomas Bonnet, là où vous vous trouvez, où en est la situation? David Khalifa nous parlait d'images de guerre civile, de guérilla urbaine. Qu'en est-il de votre côté? Mêmes images de notre côté avec, vous allez le voir ici, des forces de l'ordre qui sont en train d'intervenir. On a reçu il y a quelques instants énormément de gaz lacrymogène sur cette portion de la manifestation. Ce qui était assez bizarre, pour tout vous dire, c'est que à l'endroit où nous sommes, il n'y avait pas véritablement de présence de forces de l'ordre. La circulation est ouverte également. Ce sont des images assez surréalistes auxquelles on assiste, puisque vous allez le voir sur ces images de Nicolas Coupet. Les forces de l'ordre sont en train d'intervenir en direction des manifestants là où nous nous trouvons actuellement. Et ils ont donc procédé à beaucoup de tirs de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Évidemment, il y avait des jets de projectiles, notamment des personnes qui avaient récupéré une poubelle contenant du verre et qui la faisaient rouler, évidemment pour se servir des bouteilles en verre comme de projectiles en direction des forces de l'ordre. Tout le monde a quitté l'espace où nous sommes, cette rue où nous sommes, en essayant de s'abriter parce que le nuage de lacrymogène était vraiment très très épais. Et désormais, ils sont en train de revenir. Vous voyez, ils sont en train de regagner cette rue où nous nous trouvons, où il y avait donc assez peu de forces de l'ordre, et puis maintenant il y a donc des CRS, des gendarmes ainsi que des membres de la BRAV qui sont disposés à certains endroits ici, et les manifestants sont en train de regagner la rue, mais il y a évidemment une tension qui est assez régnante ici, puisque beaucoup de forces de l'ordre viennent de déployer à l'instant. On est venu assassiner de l'Africa. Thomas, pour toutes ces précisions. Thomas Bonnet, on vous retrouve bien évidemment dès que la situation l'exige. Vous êtes en direct du cortège de la manifestation contre la loi sécurité globale. Avec nous également cet après-midi, Antonin Péchard, avocat. Benjamin Cauchy également est avec nous, porte-parole de Debout la France. Antonin Péchard, un peu avant 17h, donc nous parlions de l'état d'esprit de ces policiers, de cette colère entendue notamment sur notre antenne par des policiers qui se sentent humiliés aujourd'hui, notamment après les propos du président de la République hier. Oui, alors en revanche, pour poursuivre le propos que je tenais tout à l'heure, la colère des policiers, on la comprend lorsqu'elle s'exprime par rapport à leurs conditions de travail. En revanche, que les policiers aient du mal à entendre les propos qu'a tenus Emmanuel Macron, et je le rappelle qu'il ne reste que des propos qui sont pour le moment pas suivis d'action, soit en colère à cause de ces propos, moi ça me dépasse. Ça, je ne peux pas comprendre que des policiers qui connaissent le droit, qui connaissent les règles à suivre, qui ont un devoir d'exemplarité, un code de déontologie, se sentent heurtés par des propos qui ne viennent que faire le constat objectif d'un événement que tout le monde a pu constater grâce justement à une vidéo. Et tout ça crée un discours de la part de la police qui, même si on n'est pas anti-flic, qu'on n'est pas un black bloc, nous permet pas de comprendre l'état d'esprit de la police en France. On a l'impression que les policiers, à travers ce discours, nous disent que l'État est à leur service. Alors que pourtant, c'est que les policiers qui sont censés être au service de l'État. On a un discours victimaire de la part de la police, alors qu'ils détiennent de très larges pouvoirs et qui sont censés, eux, protéger les victimes des infractions. C'est eux qui adoptent ce discours victimaire, alors que le problème du dialogue entre les citoyens et la police, on a un problème d'amnésie parce qu'on va d'événement en événement. Donc on a l'impression que le problème de dialogue, il vient de cette loi sécurité globale. Et juste avant, il venait de l'affaire Zecler. Et juste avant, il venait d'une autre affaire. Mais ce problème de dialogue, il existe depuis des dizaines d'années. Donc il ne faut pas parler de rétablir un lien de confiance, il faut parler de l'établir et chercher comment on va faire. Tant que la police, les syndicats de policiers tiendront ce discours victimaire, que dès lors qu'on peut constater une infraction de la part d'un policier, pas de toute la police, d'un policier, on va dire il faut pas qu'il aille en détention provisoire, ça serait un mauvais message passé à la police. Ce genre de discours va pas permettre le dialogue et de trouver
une manière d'établir ce dialogue de confiance attendu entre la police et les citoyens. Benjamin Cauchy, porte-parole de Debout la France, comment est-ce que vous réagissez à ces propos d'Antonin Péchard que vous venez d'entendre, qui s'interroge finalement, qui ne comprend pas ces policiers qui se placent dans une situation de victime? Moi, j'ai envie de répondre à Maître Péchard que 10 000 policiers et gendarmes blessés. Vous voyez sur votre écran des images de policiers qui vont se prendre des coups, des cailloux, des barres métalliques. J'ai un de mes correspondants régionaux de Debout la France qui est CRS, qui était sur Rennes, qui me dit qu'il y a eu 100 ultra-gauche, des Black Blocs et qu'ils ont essuyé 20 tirs de mortier. Maître Péchard, bien évidemment, la police a par moment quelques huluberlus qui vont effectuer ce que l'on appelle communément et de façon tendancielle des violences policières. Évidemment, il faut être intraitable à ce sujet, mais il faut être également intraitable envers ceux qui veulent détruire l'État en touchant nos forces de l'ordre, puisque c'est quand même le rempart, c'est à la fois le rempart et le symbole de notre État de droit. Donc, je comprends ces forces de l'ordre qui lancent ce cri d'alerte et qui ont vraiment le sentiment d'être abandonnés par Emmanuel Macron, parce que si eux, les forces de l'ordre lâchent, mais que va-t-il rester? Que va-t-il rester? Et être respectueux des forces de l'ordre dans notre pays n'est absolument pas incompatible avec le respect de la liberté de manifestation et de l'expression de la contestation sociale. Il ne faut quand même pas être aveugle et se rendre compte que ces ultra-gauches, que ces gens des banlieues qui viennent déguiser, qui viennent descendre dans les quartiers pour brûler des voitures, casser du mobilier urbain, ce n'est certainement pas pour résoudre les problèmes de liberté de la presse, de dérive autoritaire du gouvernement Macron lorsqu'il suspend la démocratie avec un état d'urgence sanitaire. Ça n'a rien à voir. Ce sont des gens qui viennent salir l'État, qui viennent salir la République. Donc non, moi je soutiens les forces de l'ordre, je soutiens la police dans cette démarche et je regrette qu'Emmanuel Macron cède à des flatteries et aux chimères électoralistes de la gauche pour tenter de sauver son quinquennat. En tout cas, on l'a suivi en direct sur RT France cet après-midi, cette manifestation contre la loi sécurité globale émaillée de heurts. Notre reporter David Khalifa tout à l'heure parlait de scènes de guérilla urbaine, Antonin Péchard. Est-ce que selon vous, il y a finalement cette question du maintien de l'ordre, cette doctrine du maintien de l'ordre aussi qui pourrait être revue, qui doit être repensée, que ce soit pendant les manifestations, mais aussi en amont dans la chaîne décisionnelle? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la doctrine des interventions de la police, bien que de plus en plus on soit tous de plus en plus des spécialistes de cette question. Est-ce qu'il faut la redéfinir? De toute évidence, oui, parce qu'elle ne fonctionne pas maintenant. Et pour rebondir aussi sur les propos de mon co-invité, quand on dénonce le discours victimaire de la police, c'est bien évidemment pas des policiers qui vont se plaindre des conditions dans lesquelles ils exercent leur travail aujourd'hui, dans les images qu'on voit. Je parle de l'affaire Zecler. Les conditions dans lesquelles ils travaillent sont déplorables. Maintenant, vous disiez aussi, monsieur, ce sont les manifestants sont les idiots utiles de la République puisque c'est à l'intérieur de leur cortège que vont se trouver les Black Blocs. D'accord, certes. Et c'est pour ça que les policiers sont obligés d'intervenir et que les manifestations se passent si mal. La question, c'est, on fait quoi? On interdit toutes les manifestations? C'est-à-dire que à cause d'une minorité, comme il y a une minorité dans la police qui leur donne une mauvaise image et qui crée un véritable problème de défiance de la population vis-à-vis des citoyens, c'est à cause d'une minorité qui s'intègre dans les cortèges que vous allez interdire le droit de manifester? Benjamin Cauchy. Je ne sais pas qui a parlé de l'interdiction du droit de manifester. Je vois qu'on est encore dans un joli petit délire. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je fais la différence entre les manifestants et les émeutiers. Je me souviens au début des Gilets jaunes, fin novembre 2018, le Canard enchaîné, 3 jours avant le massacre de l'Arc de Triomphe, écrivait dans ses colonnes que 200 Black Blocs étaient nommément identifiés par les renseignements territoriaux et que la note était sur le bureau de M. Castaner. Le gouvernement connaît le nom des Black Blocs qui viennent salir les mouvements toutes les semaines. Je ne suis pas contre les manifestants, mais je suis contre cette politique qui cherche à parfois
couvrir les yeux devant ces black blocs qui arrivent. Il faut arrêter. Nous avons un dispositif pénal nous avons un dispositif pénal qui nous permet de vérifier l'identité de façon préalable à la manifestation et d'aller les inviter au bureau de police le plus proche pour vérifier leur identité s'ils n'ont pas leur papier. Vous savez bien qu'un black bloc se balade pas avec son passeport. Donc, voilà, nous avons des solutions pénales qui permettraient d'exfiltrer en amont des manifestations ces troubleurs de fête. À Nantes, on vient de me préciser également par message qu'à Nantes, c'est en train de partir en cacahuète. Donc, combien de temps allons-nous laisser les forces de l'ordre devenir des chairs à canon d'un pouvoir qui est incapable à la fois d'entendre la détresse sociale et de l'autre de rétablir l'ordre dans le pays. Alors comment faire ? Eh bien, pour éviter qu'il y ait des exactions de la part des forces de l'ordre, pour éviter qu'il y ait des exactions qui perdurent dans les rues, sur le domaine public, eh bien, il faut que la force soit juste et que la justice soit forte. Les policiers en ont marre de cette impunité judiciaire. Ils vont arrêter un voyou, un délinquant, et quelques heures après, il sera remis dans la rue. Eh bien ça, ces policiers sont à bout de souffle. Ils ne croient plus en la justice de leur pays. Et donc, comment voulez-vous qu'ils se comportent correctement ? Vous posiez la question du pourquoi et comment rétablir la confiance, comment établir une confiance avec les forces de l'ordre. Appliquons la loi pour tout le monde. Alors, messieurs, je vous propose de revenir sur cette loi sécurité globale, sur le fond de cette loi. En attendant, pour ceux qui nous rejoignent en direct sur RT France, je vous le rappelle, édition spéciale, alors que une manifestation partant de la porte des Lilas en début d'après-midi, eh bien, est émaillée de heurts depuis environ un peu plus de 2 heures maintenant. Et pour en parler, eh bien, Antonin Péchard, avocat, vous êtes avec nous. Alors, concernant cette loi, il y a aussi la question des drones, des caméras, de la sécurité privée. Ces articles aussi font polémique. En quoi, selon vous, est-ce qu'ils sont finalement liberticides eux aussi, ces articles ? Tout simplement, monsieur, parce que on se rend bien compte que malgré les principes fondamentaux de la démocratie et de toutes les démocraties modernes qui supposent que les agents des forces publiques aient des comptes à rendre à leurs citoyens, il y a une défiance de la police vis-à-vis de ce principe, de toute évidence, puisque, on pourra dire ce qu'on veut, nous on le constate tous les jours, c'est une réalité, ils ne portent déjà pas leur numéro RIO lorsqu'ils interviennent. Cette défiance, elle est constatée. À partir de ce moment-là, quand vous considérez que vous n'avez pas de compte à rendre à la population et que vous avez accès à des fichiers, à des vidéosurveillances qui ne sont pas les vôtres, à la possibilité d'utiliser des drones qui sont les outils technologiques les plus intrusifs qu'on ait jamais connus jusqu'aujourd'hui, ça pose la question de savoir comment vont être utilisés ces moyens. D'abord, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont nécessaires ? Est-ce qu'ils sont nécessaires au travail de la police ? Les caméras de sécurité, elles ont une vertu, c'est de prévenir. C'est-à-dire que si dans une rue, vous avez beaucoup de cambriolage et que vous installez des caméras, vous avez statistiquement moins de chances d'être cambriolé ensuite. En revanche, l'utilisation des drones, quel peut être son intérêt ? Honnêtement, je ne le vois pas. C'est-à-dire qu'on va simplement donner des outils à la police qu'on ne pourra pas contrôler et qui pourront être utilisés à d'autres fins que ceux pour lesquels ils sont créés et qui d'ailleurs sont inutiles pour ces fins elles-mêmes. Alors, on a un vrai problème de respect, de garantie du respect de la vie privée qui est également une liberté fondamentale. Alors, je vous propose, messieurs, de faire un détour par la manifestation. On va retrouver tout de suite notre reporter David Khalifa. David, tout à l'heure, des tensions autour de vous, une charge de police notamment. Qu'en est-il ? Eh bien, la situation est toujours extrêmement tendue, Olivier, ici, à l'avenue Gambetta. Je vous le disais, une banque a totalement été détruite. Vous voyez derrière moi, les forces de l'ordre sont prêts à charger vers les manifestants. Et je me trouve actuellement avec l'une des figures des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, encore une fois, ces heurts entre manifestants et forces de l'ordre ? On sent une grosse colère, quoi. On sent vraiment une très très grosse colère parce que là,
c'est quand même assez puissant aujourd'hui. C'est assez sporadique au travers de la manif. Je veux dire, c'est des épiphénomènes de petites tensions entre policiers. Mais voilà, on sent vraiment la colère des gens. C'est pas faute d'avoir prévenu il y a 2 ans. Même, je l'avais dit aux journalistes, c'est bientôt votre tour. La preuve en est, c'est qu'à un moment donné, les libertés sont de plus en plus contraignées et on voit la colère des gens aujourd'hui. Et c'est regrettable d'en arriver à là. C'est regrettable de pas pouvoir s'asseoir autour d'une table, de pouvoir discuter correctement et de faire en sorte d'améliorer le quotidien des gens et de faire en sorte de pas mettre en place des lois qui oblige à ça, quoi, pratiquement, quoi. Vous, en tant que gilet jaune, ce projet de sécurité loi globale, qu'est-ce que ça vous évoque également la réécriture qui a été proposée par l'exécutif, c'est pas suffisant pour vous? Ah, mais c'est le mécanisme macronien. Le grand débat a servi à refaire l'écriture de la politique de Macron. Donc c'est toujours la même chose, on reprend, on refait, et on refait, on reprend et on refait. On est toujours dans le même schéma. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est quand même assez directement responsable. Ça fait 2 ans qu'on empêche Macron d'avancer dans ses projets, nous, Gilets jaunes, et il use de tous les stratagèmes aujourd'hui en termes de loi pour nous empêcher de manifester, pour pouvoir mener à bien son dessein. Et c'est malheureux parce que voilà, aujourd'hui... Voilà l'état du pays, voilà l'état de Paris, et on revient à ce qu'on a pu connaître quasiment 1 an jour pour jour le 2 décembre, aux mêmes tensions, quoi. Et voilà, justement, vous le disiez, ça fait 2 ans que vous subissez ces tensions, ces violences policières. Vous avez été directement témoin de ces violences policières, vous, puisque vous avez été victime d'une violence policière. Comment, pour vous, c'est quoi? C'est un problème structurel de la police? Après, tu sais, moi je suis assez partagé parce que tu vois, on me donne l'impression que j'ai la haine anti-flic. Je sais faire la différence entre le flic du quotidien qu'on peut avoir besoin un jour ou l'autre. J'espère le moins possible en tous les cas, parce que généralement quand on appelle la police, c'est qu'il y en a un petit souci. Et la police du maintien de l'ordre, qui aujourd'hui est le bras armé du gouvernement, le bras armé de Macron, pour empêcher toutes les libertés de pouvoir s'exprimer, toutes les revendications de pouvoir s'exprimer. Il faut pas faire l'amalgame, tu vois, c'est pareil. Je viens des quartiers, on prend une personne, on fait de la totalité du quartier que c'est un bordel, c'est pareil. Il y a des pommes pourries partout. Il est temps aujourd'hui que la police fasse le ménage au sein de son institution, de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir réapprendre le code de déontologie, de pouvoir mener à bien les enquêtes et ne pas passer par l'IGPN pour que toutes les victimes... Tu sais, aujourd'hui, si on en arrive à là, avec ce sentiment vis-à-vis de la police, c'est qu'il y a une impunité, il y a une injustice. Sur 2000 affaires, t'as 40 policiers sanctionnés. Tu vois, les policiers sont les premiers à se plaindre que quand ils attrapent des délinquants, qu'ils les revoient 2 jours après dans la rue. C'est pareil. Où sont les policiers qui m'ont attaqué? Où sont les policiers qui ont attaqué Olivier à Bordeaux, Manu à Paris? Ils sont encore en liberté. Le père d'Edric Chouviat le disait. Le policier qui a tué son fils se retrouve muté ailleurs auprès de sa famille. Quelle belle promotion! C'est ça qu'aujourd'hui il faut peut-être se rendre compte. Toi, je discutais avec un taxi l'autre jour, il me dit moi j'écrase un enfant, je renverse un enfant, je suis en garde à vue dans la demi-heure qui suit et je perds mon métier. Un policier qui aujourd'hui tue, mutile, blesse, tout va bien. Comme quoi un costume de policier, un uniforme de policier, on fait de lui un super citoyen. C'est quoi, c'est une justice à 2 vitesses pour vous? Ah mais ça, c'est bien connu en France. Il y en a pour qui ça prend l'ascenseur, pour d'autres ça prend l'escalier. Et puis, tu sais, moi je suis en plein milieu dans la justice actuellement, entre les plaintes que je reçois et mon affaire. Si t'as pas de pognon, tu fais rien. Tu ne te défends pas en France. Si t'as pas une thune, alors on va dire oui, l'aide juridictionnelle, mais... T'as pas grand chose, quoi. T'as pas la justice qu'on mérite. Et de toute façon, aujourd'hui, la justice ne pourra pas être rendue aux victimes parce que c'est la police qui mène l'enquête. Elle apporte les preuves qu'elle veut à la justice. Faudrait que pour qu'il y ait justice, il y ait. Faudrait que les bonnes preuves soient apportées et que le bon travail soit fait. Et je pense qu'il est grand temps aujourd'hui que, en ce qui concerne en tout cas l'enquête pénale, parce qu'il y a l'enquête administrative, qu'elle soit mise en place par des enquêteurs neutres qui ne fassent pas partie de la maison police pour que justice soit rendue à toutes les victimes, à toutes les familles des victimes qui aujourd'hui subissent une énorme détresse. Une dernière question pour revenir à cette mobilisation. Encore une fois, on a vu que la situation a dégénéré extrêmement rapidement parce qu'il y a une minorité, encore une fois, de casseurs et ça représente pas forcément l'image des manifestants et justement de ce qu'ils revendiquent. On le connaît, c'est un phénomène de loupe médiatique. On va prendre un feu de poubelle. Tu sais, même moi quand je fais des lives, je fais 1000 personnes, je me mets devant un feu de poubelle le plus ridicule qui soit, je monte à 2000. Les gens aiment le feu, les gens aiment le sang, c'est la société qui veut ça aujourd'hui. Je pense qu'il serait grand temps d'inverser les choses. Donc pas représentatif du mouvement. Mais non, c'est pas un feu de poubelle qui montre que les gens sont des sauvages, c'est pas un feu de poubelle qui montre que la manif dans sa totalité se passe mal. Tu sais, c'est pareil, on en revient à un phénomène de quartier, on va filmer le petit con et on va faire passer le quartier pour ensemble des cons. Non, il y a des cons partout, il y a des gens qui ont une méthodologie de manifestation qui est celle de la violence. Ils l'appliquent, il y en a qui ont une méthodologie pacifiste, ils l'appliquent, mais on se concentre beaucoup plus sur la violence. De toute façon, c'est ça aujourd'hui les médias, c'est du sang et encore du sang. Il y a que ça qui fait payer. Je suis désolé, mais pas de casseurs, pas de 20h. Merci beaucoup Jérôme d'avoir répondu à nos questions. Voilà, vous l'aurez compris, la situation est toujours extrêmement tendue ici. Le cortège de manifestants se trouve derrière moi, les forces de l'ordre de l'autre côté et se préparent à charger. Ils ont reculé pour le moment
ils tentent toujours de manifester tant bien que mal, mais si vous voulez, les forces de l'ordre les bloquent. Pour le moment, il n'y a pas moyen de continuer cette mobilisation, encore une fois, où beaucoup de gens ont répondu présents aujourd'hui, mais la situation a extrêmement vite dégénéré et les images qu'on a pu vous montrer tout au long de cet après-midi sont significatifs de tensions entre les forces de l'ordre et manifestants. Et encore une fois, comme l'a dit Jérôme Rodriguez, Gilets jaunes, c'est une minorité de personnes qui fait que aujourd'hui, on a une image contrastée de ce mouvement contre le projet de loi sécurité globale. Merci beaucoup David Khalifa au cœur de cette manifestation donc émaillée de heurts, manifestation contre la loi sécurité globale. On en parle justement avec Benjamin Cauchy, porte-parole Debout la France. Benjamin Cauchy, on vient d'entendre Jérôme Rodriguez, l'une des figures des Gilets jaunes. Gilets jaunes, un mouvement que vous connaissez bien. Comment vous réagissez finalement à ces propos concernant l'impunité de ces policiers après des mutilations, après des décès lors de maintien de l'ordre, d'opérations de police, et cette remise en cause de l'IGPN, ou cette interrogation en tout cas autour de l'IGPN. Comment vous réagissez à ces propos de Jérôme Rodriguez ? Les exactions, les violences policières qui ont eu lieu pendant les premières semaines et les premiers mois des Gilets jaunes sont inadmissibles. Et effectivement, il est important que l'IGPN fasse complètement son travail. Comme je vous le disais avant, rien ne se fera si la justice n'est pas forte, rien ne se fera si la force n'est pas justement appliquée. Et moi, je regrette les propos de Jérôme Rodriguez. J'espère que vous avez quand même bien retenu la dernière phrase qu'il a donnée, puisque finalement, c'est une sorte d'appel à la violence. Pas de casseurs, pas de peinteurs. C'est inadmissible d'entendre ça. C'est quelque part légitimer la violence, les dégradations qui ont lieu dans les rues de Paris, de Rennes, de Nantes, de Toulouse, à quelques kilomètres de chez moi. C'est inadmissible. Comment peut-on prétendre être l'un des porte-voix du malaise social, des gens qui n'arrivaient pas à payer un plein d'essence il y a 2 ans. C'est pour ça que les Gilets jaunes sont sortis dans la rue, parce qu'on n'avait pas les moyens de mettre de l'essence, parce que payer son logement, c'est trop compliqué, parce que quand on est divorcé, quand on est dans une famille monoparentale, on a du mal à payer sa pension alimentaire. Voilà pourquoi les gens sont sortis dans la rue. Ils sont pas sortis pour soutenir Floyd, ils sont pas sortis dans la rue pour soutenir Traoré, ils sont pas sortis dans la rue pour dénoncer tous les matins les violences policières et les drones qu'il y a dans le ciel. Les gens, ils veulent vivre tranquillement, ils veulent vivre de leur travail, ils veulent reconnaître, ils veulent que le mérite soit reconnu dans notre pays, ils veulent que la justice soit juste pour tout le monde et soit appliquée pour tout le monde. C'est le seul point commun que j'ai avec Jérôme Rodriguez, dans ses propos. C'est effectivement la justice à 2 vitesses crée des tensions. Et évidemment, il y en a qui en profitent, mais en aucun cas, on ne peut légitimer la police lorsqu'elle fait des exactions, mais en aucun cas on peut continuer à laisser crever à petit feu notre démocratie en faisant croire qu'un mouvement social est un mouvement de casseurs. Et là, il emporte une responsabilité pleine et entière. Et moi, j'invite les organisations syndicales et tous les organismes paritaires, tous ces corps intermédiaires qui doivent être justement ce catalyseur des revendications sociales à reprendre le chemin et à reprendre le fil droit de ces manifestations, parce qu'ils se font déborder. Donc les organisateurs de manifestations, aujourd'hui, j'en suis désolé, mais les choses ont changé. Les organisateurs de manifestations doivent assumer la responsabilité des casses. Antonin Péchard, avocat, est également avec nous pour réagir, suivre cette manifestation contre la loi sécurité globale. Antonin Péchard, une manifestation aussi sous fond de la question de cette question des violences policières. On entendait Jérôme Rodriguez, figure des Gilets jaunes, dire remettre en cause finalement le statut de l'IGPN, regretter une impunité présumée des policiers mis en cause dans certaines affaires. Est-ce que c'est le cas selon vous ? Est-ce que c'est une vraie question qu'il faut soulever ? Oui. À cette question, la réponse est clairement oui. Alors simplement, Monsieur Cauchy nous dit, Jérôme Rodriguez a dit pas de casseurs, pas de vainteurs. C'était absolument pas pour légitimer les violences. Là, vous dévoyez les propos de ce brave personnage qui justement vous explique que lui, il vient manifester pacifiquement.
pour me rassurer, et donc j'espère qu'il va quitter la manifestation puisque la dispersion a été appelée. Non, monsieur, il n'a pas à quitter la manifestation. Ce sont les casseurs qui doivent quitter la manifestation. Non, monsieur. Non, monsieur. Expliquez-moi. Non, monsieur. Non, c'est pas à lui de quitter la manifestation, monsieur. Et pour répondre à votre question, l'IGPN, oui, ça c'est évidemment le grand problème. C'est évidemment Monsieur, laissez-moi finir. C'est évidemment le grand problème. L'IGPN. J'ai quelques affaires pénales. Combien de fois on dénonce, on soupçonne des violences policières, même sur les grands délinquants. Quel est l'exemple donné par la police? La violence contre la violence. Mais c'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. C'est pas comme ça qu'on construit un État. C'est pas comme ça qu'on éduque la jeunesse. L'IGPN n'enquête jamais, monsieur. Elle n'enquête jamais. Donc oui, bien sûr, il faut une autorité indépendante. Monsieur, vous réagissez après, Benjamin Cauchy. On laisse finir Antonin Péchard et je vous donne la parole ensuite. Je vous remercie. Donc oui, l'IGPN, il faut absolument la réformer. C'est la grande urgence, c'est la grande réforme qui va peut-être permettre de déclencher un retour de la confiance lorsque on enquêtera et on disculpera peut-être ou on poursuivra également peut-être les policiers qui n'ont pas leur place dans la police parce qu'elles détruisent l'image de la police. Et c'est à cause de cette image qu'on a aujourd'hui de la police que ces violences existent. Vous croyez que c'est qui dans la rue qui jette des cocktails Molotov dans les commerces? Vous croyez que c'est la grande délinquance? Vous croyez que ce sont les têtes de réseau des trafics? Ce sont des petits jeunes qui en ont marre d'être contrôlés constamment. Voilà. Donc, mettez fin à cette doctrine, réformez l'IGPN et on va pouvoir réinstaurer un dialogue. Parce que les images qu'on est en train de voir à l'écran, elles sont insupportables pour tout le monde, mais elles ont une origine et il faut s'attaquer à l'origine du problème. Benjamin Cauchy, répondez. Oui, alors ça va être une réponse-question. Donc, maître, si je comprends bien ce que vous venez de dire, les délinquants dans la rue qui envoient des cocktails Molotov et des jets de cailloux sur les forces de l'ordre ne sont que les victimes d'une stigmatisation dans les contrôles aux faciès. C'est bien ce que vous venez de dire. Je n'ai pas légitimé leur violence, mais je pense que l'origine du problème vient essentiellement de là. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, quand même. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire. Vous savez très bien que les Black Blocs sont des enfants de petits bourgeois, soit juges d'instruction, soit avocats, soit profs de lettres et compagnie. Et vous êtes en train de nous dire que ce sont des petits délinquants qui vendent des barrettes de shit au cage d'escalier, qui sont en train de venir retourner Paris, en train de venir retourner Rennes. Non, mais vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Arrêtez de transformer les choses. Je vous invite quand même à regarder la dureté du métier de policier et dans l'hyperviolence dans laquelle est installé notre pays. Je vous demande quand même de raison garder. Vous faites un focus sur l'IGPN parce qu'il y a effectivement des exactions de certains membres des forces de l'ordre qui sont inadmissibles. Et effectivement, la justice, enfin, entre guillemets, la police des polices doit être intraitable sur ce sujet. Maintenant, j'ai envie de vous... Non, pardonnez-moi, c'est important. Moi, j'aimerais qu'à chaque fois qu'il y ait... Pardonnez-moi, j'aimerais qu'à chaque fois qu'il y ait un policier blessé, il y ait une manifestation le samedi qui suit. Est-ce que vous vous rendez compte? À force de stigmatiser la police comme ça, vous allez faire tomber l'État, car un jour, les forces de l'ordre poseront le câblier et ils seront en grève. C'est inadmissible ce que vous dites. Antonin Péchard, avocat, Benjamin Cauchy, porte-parole de Debout la France. Vous restez avec nous. Il est un peu plus de 17h30 sur RT France. La manifestation sur la loi sécurité globale se poursuit. On vous le disait, émaillée de violence. Nous a rejoint donc pour décrypter, analyser ce qui se passe, ce qui s'est passé tout au long de l'après-midi. Alexis Vidal nous a également rejoint. Alexis Vidal... Nicolas Vidal, Bonsoir, Olivier. Directeur de la publication de Push Média. Alors peut-être une première réaction à ces manifestations cet après-midi. Vous vous en doutiez? Bah oui, enfin forcément, sans doute. Ce qui est gênant, effectivement, on voudrait élargir le débat. Il y a le débat sur les forces de l'ordre, c'est évident. Mais aujourd'hui, qui est responsable de ces manifestations? Qui est responsable de cette convergence des luttes? Aujourd'hui, c'est la fin finalement du temps de l'atomisation des citoyens, où chacun regarde dans sa gamelle.
aujourd'hui, finalement, la loi de sécurité globale et d'autres revendications, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette manifestation. Il y a des gens qui viennent, il y a des gilets jaunes, vous l'avez dit, vous l'avez montré sur vos images, Olivier. Il y a toute une agrégation, finalement, vous savez, cette espèce de vieille chimère de la convergence des luttes. Et effectivement, Emmanuel Macron, ça fait 2 ans et demi qu'il sème le vent de la révolte et il récolte aujourd'hui la tempête populaire avec des excès. Les Black Blocs, finalement, ne sont que le marqueur de beaucoup de gens. Et c'est très déplorable. Et on pourra se poser la question si on peut faire un petit insert sur les forces de l'ordre. Je l'ai déjà dit sur votre antenne depuis le début, il y a 2 ans et demi sur les Gilets jaunes. Je n'arrive pas à comprendre qu'on n'ait pas les noms des gens qui commettent des exactions où ils doivent être interpellés. On l'a eu bien fait pour les Gilets jaunes pendant les grands actes. Donc là, soit il y a 2 choses, Olivier. Soit Emmanuel Macron, il laisse rentrer les Black Blocs pour finalement discréditer. Ça a été la stratégie, la théorie qui a été mise en place pendant les Gilets jaunes pour finalement discréditer les revendications légitimes. Et si c'est ça aujourd'hui, je pense que c'est un jeu très dangereux. Parce qu'à un moment donné, les forces de l'ordre, on a vu des images inadmissibles. Ce policier, quel qu'il soit, qui prend un cocktail Molotov, nos confrères de l'AFP l'ont montré. Aujourd'hui, mais à un moment donné, les forces de l'ordre, on pourrait imaginer qui baissent les casques. Parce que là, ils sont complètement pris à partie dans ce genre de manifestation et on peut, bien entendu, le déplorer. Donc je crois que c'est cette stratégie aujourd'hui, si tel est le cas, je précise, de faire entrer 500 extrémistes finalement radicaux pour être précis, et délégitimer les revendications, à un moment donné, je pense que c'est un choix, une stratégie qui va s'avérer, très sincèrement, redoutablement non efficace et qui pourrait amener à cette désintégration. Parce que là, aujourd'hui, je l'avais dit la semaine dernière, mais à force de continuer à faire ça, on va tribaliser la société. Il y aura d'un côté les forces de l'ordre et de l'autre côté une partie de la population, et c'est extrêmement dangereux, mais on nie absolument toute l'identité de la République, du socle républicain. On est en train de détruire petit à petit la République, et moi je suis très inquiet, je vous le dis, regardez les images que nous avons actuellement à l'antenne, mais c'est catastrophique pour ce pays. On est en train de déliter ce pays petit à petit. Alors justement, Nicolas Vidal, on va faire un détour par la manifestation. On va retrouver au cœur du cortège notre reporter Thomas Bonnet. Thomas Bonnet, où en est la situation à vos côtés à présent? Écoutez, on est à proximité du cimetière du Père-Lachaise, en direction en fait de la place de la République, là où cette manifestation doit normalement s'achever. Et malgré l'heure tardive, il y a encore beaucoup de monde dans les rues de la capitale. Évidemment, le cortège a été arrêté à très nombreuses reprises puisqu'il y a eu des incidents. Vous en avez longuement parlé un peu plus tôt dans cette manifestation. La manifestation a été coupée en 2 pendant un long moment et puis il semblerait que désormais, vous le voyez, des centaines, voire des milliers de personnes sont en train de défiler en direction de la place de la République après des incidents très importants qu'on a pu vivre, notamment tout à l'heure lorsque nous avons fait un duplex pour la dernière fois. Il y a eu de nombreux tirs de gaz lacrymogène qui ont été effectués parce que des manifestants s'étaient emparés de poubelles contenant du verre. Évidemment, les forces de l'ordre sont intervenues. Ce qui était assez paradoxal, c'est que la circulation à cet endroit-là avait repris et qu'il y avait aussi assez peu de forces de l'ordre à cet endroit précisément. Ils se sont ensuite déployés en nombre pour venir mettre un terme à ces violences. Et puis maintenant, la manifestation reprend donc son cours, ce qu'il devait être à la base, donc c'est-à-dire un tracé depuis la porte de Lila en direction de la place de la République. Et ce qui est encore une fois très surprenant, c'est qu'il n'y a pas de forces de l'ordre qui sont présentes. On fait chahuter. Thomas Bonnet chahuté, donc on vous retrouvera tout à l'heure au cœur du cortège. Merci pour ces précisions, Thomas Bonnet. Donc si vous nous rejoignez sur RT France, il est presque 17h40. Nous continuons à suivre cette manifestation sur la loi sur la sécurité globale avec une situation très chaotique. Une manifestation émaillée de heurts tout au long de l'après-midi. On en parle avec Alexis Vidal, directeur de la publication de Putsch Média, qui nous a rejoint il y a quelques instants. Nicolas Vidal, décidément, je n'y arriverai pas, pardonnez-moi Nicolas. Nicolas Vidal, directeur de la publication de Putsch Média. On vous entend dans un instant. Peut-être avant votre réaction, Antonin Péchard, je le rappelle, vous êtes avocat. Nicolas Vidal, finalement, qui s'interroge comment est-ce qu'on ne peut pas contrôler en amont tous ces casseurs? Comment est-ce qu'on ne peut pas les empêcher tout simplement de gagner le cortège de ces manifestations? Est-ce que c'est une interrogation également pour vous, Antonin Péchard? Oui, bien sûr. Je pense que la question est légitime. Comme l'a dit notre autre co-invité qui a dévoyé mes propos en assimilant les Black Blocs aux personnes qui sont systématiquement contrôlées et qui ne sont pas tous des vendeurs de shit, monsieur. Et qui ont le droit d'être en colère contre ces contrôles systématiques.
vous l'avez dit vous-même, on sait, les renseignements généraux ont les moyens d'identifier ces personnes qui sont connues pour être des casseurs dans les manifestations et qui n'y participent que pour cette raison, pour aller casser du flic, qui, ça est condamnable, on est d'accord. Alors à ce moment-là, on sait que la police dispose des moyens techniques pour les identifier en tout début de manifestation ou pendant les manifestations, et dès lors qu'elles s'intègrent au cortège, il est du devoir de la police de prévenir toute atteinte à l'ordre public pendant des manifestations pacifiques et d'extraire ces personnes de ces manifestations pour éviter justement d'avoir les images qu'on a actuellement sur vos écrans. Alors, Nicolas Vidal, directeur de la publication de Putsch Média, nous a rejoint tout à l'heure. On vous entendait parler de cette problématique autour des Black Blocs. Pour revenir à cette manifestation, donc elle intervient au lendemain de la prise de parole du président de la République. Une prise de parole finalement qui a fâché bon nombre de policiers, une police qui s'est sentie humiliée. Et cet après-midi, certains se sont exprimés d'ailleurs sur notre antenne. Comment vous le comprenez? Comment vous analysez? Bien entendu, cher maître, vous supputez parce que c'est pas du tout l'objet de mon propos. Je parlais de l'affaiblissement de l'État aujourd'hui sur la gestion de manifestations et la gestion de la révolte populaire que j'estime légitime. Donc il n'y avait pas du tout de contrôle officieux, je n'en parlais pas à la différence que Benjamin Cauchy. C'est pas mon sujet ce soir et on pourra en reparler peut-être dans le cadre d'une autre émission. Mais je veux dire par là, oui, Emmanuel Macron, il se met tout le monde à dos et Emmanuel Macron, on nous a vanté qu'il lisait beaucoup. Emmanuel Macron, en fait, je pense qu'il a pas lu Victor Hugo. Vous savez, Victor Hugo, dans Choses vues, disait que gouverner le peuple sans l'irriter, c'est là le grand secret. Donc il va se mettre même à dos les forces de l'ordre et j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui il est en train de se liguer toute une partie de la population. Et d'ailleurs je vous dis quelque chose qui est intéressant, qui est passé un peu sous silence hier chez Brut, chez nos confrères de Brut. Il a dit quelque chose d'étonnant, Emmanuel Macron. Il a dit qu'il pourrait peut-être ne pas se représenter parce qu'il faudrait qu'il prenne des mesures très très dures dans les derniers mois qui finalement le séparent de la fin de son mandat. Donc je sais pas très bien où on va et finalement tout ça me paraît d'une logique absolument suicidaire pour notre nation, pour notre République et pour les images qu'on voit qui ne sont que finalement la pure expression de cette déconnexion absolue et de ce passage en force autoritaire, que ce soit sur la réforme des retraites, que ce soit sur l'Union européenne, que ce soit sur tout le nombre de sujets, la loi de sécurité globale. Et je vais vous le dire, Olivier, je pense concrètement à un moment donné, il va falloir remettre un peu de démocratie dans ce pays, reposer des référendums, arrêter de gouverner par décret, arrêter de prendre des décisions sous le sceau du secret défense dans le PC Jupiter et peut-être demander au peuple ce qu'il veut et parce qu'à un moment donné, on s'en sortira jamais parce qu'on saura où dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Et finalement, nos confrères de Marianne l'avaient appelé le néolibéral autoritaire. Je suis assez d'accord avec ça. On ne peut pas gouverner contre le peuple, ou du moins donnons la parole aux Français sur des sujets importants. Je le répète, réforme des retraites, pourquoi pas cette loi non plus, parce qu'à un moment donné, on s'en sortira pas. On est dans une impasse qui débouche bien entendu sur des excès, sur des violences urbaines. Et très sincèrement, je vous le redis, je vous donne mon sentiment comme il est, tel brut, tel qu'il est. Cette audace du peuple m'inquiète énormément et elle aussi, que cette colère est tout à fait légitime. Nicolas Vidal, vous restez avec nous. Vous le voyez sur ces images en direct. Donc les heurts se poursuivent actuellement dans les rues parisiennes au cours de cette manifestation contre la loi sécurité globale. Alors on le voit, des blessés. Gérald Darmanin le disait, 22 interpellations cet après-midi. Alors que effectivement il y a des policiers, donc des cordons de policiers qui se mettent toujours en place. On va retrouver notre reporter sur place, David Khalifa, pour voir où en est la situation. David. Bien, écoutez, Olivier, la situation est toujours... Oui, oui. Alors, écoutez, la situation est toujours extrêmement tendue ici, Olivier, puisque les forces de l'ordre ont voulu évacuer la plupart des manifestants qui se trouvaient là. Alors, moi, je me trouvais avec les syndicats, avec tous les camions de syndicats, si vous voulez, qui étaient réunis et qui étaient dans une ambiance festive. Et très vite, ça a dégénéré, comme on l'a dit tout au long de cet après-midi. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les forces de l'ordre ont voulu évacuer tous les trottoirs. Donc, ils ont chargé à plusieurs reprises les manifestants avec des lacrymogènes en abondance
encore une fois pour pouvoir disperser un maximum les manifestants. Cette manifestation qui finalement ne pourra pas aboutir puisque les forces de l'ordre ont décidé de bloquer la plupart des manifestants à ce moment, enfin cet endroit précis de la rue Gambetta où une banque a été prise à partie, une banque qui a été totalement détruite, des feux de poubelle et également des incendies à signaler. Et comme d'habitude, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est une minorité de personnes qui font partie de ces manifestants et qui donnent pas forcément la bonne image à ce mouvement qui se voulait avant tout pacifiste pour pouvoir protester contre ce projet de loi de sécurité globale. En tout cas, la situation est toujours statique. Ici, vous le voyez ici sur ces images, on va avancer avec mon caméraman pour vous montrer l'état des lieux. Vous le voyez sur le côté à gauche, où vous pouvez voir toutes les forces de l'ordre qui se préparent à charger pour pouvoir disperser un maximum les manifestants et finalement que cette manifestation ne puisse pas aboutir, ce qui est un grand malheur pour la plupart des gens qui étaient venus ici pacifiquement montrer leur mécontentement face à cette loi de projet sécurité globale. Il y avait également ceux qui étaient là pour leurs acquis sociaux. Beaucoup sont venus ici pour protester contre le chômage, contre la précarité, contre le licenciement. Et encore une fois, on a pu voir que ça a dégénéré. La méthode de Didier Delallement, en tout cas, de renforcer de mettre tous les moyens humains et matériels pour éviter de tout nouveau débordement, n'a pas fonctionné puisque, encore une fois, tout au long de l'après-midi, cette manifestation a été émaillée de heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Et ici, avenue Gambetta, tout est bloqué, tout est statique pour le moment. Vous le voyez derrière moi, beaucoup de gens sont attroupés ici sans savoir ce qui se passe puisqu'on les bloque de chaque partie et les forces de l'ordre leur demandent de se disperser, de se dispatcher. C'est pour ça qu'il y a plusieurs groupes, si vous voulez, tout au sein du cortège qui sont dispatchés. Il y a beaucoup d'endroits vides, si vous voulez, et beaucoup d'attroupements de manifestants tout au long de l'avenue Gambetta. Merci beaucoup David Khalifa, que nous retrouvons tout au long de cette édition spéciale en direct depuis cette manifestation contre la loi sécurité globale. Pour en parler avec nous, notamment Benjamin Cauchy, porte-parole de Debout la France. Benjamin Cauchy, on entendait Nicolas Vidal, directeur de Putsch Média, dire qu'il était venu le temps de redonner plus de démocratie, plus de parole aux Français aujourd'hui. Vous rejoignez ce constat ? Oui, absolument, je partage et je souhaiterais pousser la réflexion de ce que disait Nicolas Vidal à juste titre. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron théorise la peur et met en pratique cette théorie de la peur sur un triptyque. La peur sécuritaire, la peur économique et la peur sanitaire. Et chaque semaine, nous assistons à des plans séquences de 2 jours, 3 jours sur la crise économique, puis le Covid, la crise sanitaire, puis arrive le vendredi, le samedi, les manifestations, la casse. Et toutes les semaines, depuis des mois, Emmanuel Macron est en train d'enfermer les Français dans cette théorie de la peur, de façon à bien canaliser la population, parce qu'il se refuse à les écouter. Donc il y a 2 étapes. Je suis d'accord avec Nicolas Vidal, notre démocratie est en danger. Elle est suspendue actuellement au Parlement. Et puis, il y a une nécessité de mettre en place, et ce qu'on défendait, les Gilets jaunes, et ce que moi je défends aujourd'hui avec tous les milliers de membres de Debout la France, qui est l'instauration évidemment du référendum d'initiative citoyen qui soit accessible, qui soit pas un gap comme on a vu pour les aéroports de Paris, des référendums d'initiative partagée, et puis des consultations comme la Constitution de la Ve République nous permet, que le gouvernement interroge les Français de façon régulière, de façon à donner des respirations démocratiques en cours de mandat. Puisque là, on assiste à quoi avec ces images ? On assiste à l'avènement d'un système qui refuse d'admettre qu'il a tort, ou alors nous assistons à la naissance d'un nouvel ordre qui ne porte pas son nom et qui ne veut pas se l'affirmer. Quoi qu'il en soit, le meilleur rempart, soit pour résoudre cette crise de système, ou soit pour empêcher un autre système beaucoup plus liberticide de s'instaurer, je crois que la respiration démocratique par les référendums, elle n'est pas un gadget, elle est une nécessité absolue. Et s'il n'y avait pas la crise du Covid, moi je vous pose sincèrement la question d'une dissolution de l'Assemblée nationale, puisque nous avons un gouvernement qui est à la fois incapable de gérer la crise sanitaire,
incapable de maintenir l'ordre dans le pays, incapable de répondre à la détresse sociale, incapable de répondre aux défis démographiques et à la crise migratoire qui arrive, aux problèmes de terrorisme. Sur tous ces sujets, le gouvernement est incapable de répondre correctement puisqu'il cherche à mettre des pansements sur des fractures et nous ne résoudrons pas les problèmes de notre société avec des pansements de couleur. Antonin Péchard, avocat, est-ce que cette fois vous rejoignez les propos de Benjamin Cauchy qui dit au fond plus de respiration démocratique aujourd'hui, notamment avec plus de référendums? Oui, alors dans l'ensemble, et pour une fois on va se rejoindre. Alors bien évidemment dans l'ensemble, je pense qu'on fait tous le même constat. La question c'est comment résoudre ce problème. Il y a un recul démocratique évident. Il y a une défiance vis-à-vis des institutions qui est évidente. Je pense que une des plus grandes erreurs de l'évolution de notre constitution, ça a été le quinquennat. Le quinquennat, pourquoi? Parce que dès lors que le président est élu, il s'assure une Assemblée nationale tout à fait fidèle. Dans 99% des cas, on constatera que les majorités vont concorder et que la majorité à l'Assemblée nationale sera extrêmement large. Le coup de force d'Emmanuel Macron lors des élections, c'est d'avoir recruté des députés entre guillemets débutants qui ne connaissent rien et qui votent aujourd'hui, on le voit, tous les projets de loi sans aucun débat. Mais encore au-delà de ça, on a un recours aux ordonnances qu'on n'a jamais vu. On a un recul du recours au référendum qui est craint comme un plébiscite de la part des pouvoirs publics, qui ne sera jamais proposé lorsque les sondages d'opinion ne seront pas favorables. Et ça, c'est un vrai problème dans le pouvoir. Et Monsieur Cauchy disait que c'est effectivement le début, l'avènement d'un ordre qui ne dit pas son nom. On va se retrouver dans un état où si la police ne baisse pas les casques, ce qui risquerait bien un jour d'arriver si la situation doit perdurer, et évidemment, comme le disait Nicolas Vidal, je pense que c'est pas qu'une théorie, il s'agit bien d'une stratégie du gouvernement. Tant que le gouvernement restera dans ce schéma et ne donnera pas aux citoyens la possibilité de s'exprimer, le seul moyen pour les gens s'exprimer, ça va être de continuer à faire des manifestations. Je tiens à dire un grand merci aussi à votre journaliste sur place qui tient à préciser à chacune de ses interventions que les violences de la part des manifestants qu'on constate sur vos images ne sont que le fait d'une petite minorité. Et ça, c'est important de le dire, puisque tous ceux qui viennent manifester pacifiquement, c'est pour dire entendez-nous, ça fait des années qu'on demande à être entendus, ils sont toujours là, ils viennent toujours manifester pacifiquement. Alors on se dirige vers une convergence des luttes qui va, élever la population qui n'a aucun autre manifestation, et en face l'État qui est complètement sourd aux revendications populaires. Nicolas Vidal, lorsque le Parlement finalement annonce la réécriture de ce fameux article 24 très controversé au cœur des débats, est-ce que finalement vous ne voyez pas un gouvernement qui entend la colère du peuple à ce moment-là, quand il dit ok, on va réécrire? Il arrive surtout pas à la juguler. Regardez ce qui se passe partout en France aujourd'hui. J'étais sur Twitter pendant que on interveniez. Il y avait à Rennes, à Strasbourg, à Rennes, à Nantes, un peu partout en France. Je le disais la dernière fois. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas interdire les manifestations parce qu'il ne peut pas il y a trop de monde pour les interdire. Donc, il est en train dans la confusion, de reculer, de tambouiller finalement pour essayer d'apaiser la colère populaire. Mais je le dis tout à l'heure, ces manifestations, il faut bien voir qu'elles sont le fruit de plusieurs revendications, d'un ras-le-bol généralisé, de gens qui n'ont plus voix au chapitre. Ça a commencé par les Gilets jaunes. Je répète souvent ce que disait Raymond Soubi il y a quelques jours ou quelques semaines au micro d'Europe 1, nos confrères d'Europe 1 chez Sonia Mabrouk. Les restaurateurs et les commerçants, entre autres, c'est des Gilets jaunes puissance sang. Et ben je pense que c'est encore plus large que ça, parce que vous avez là, Olivier, dans ces manifestations, une espèce de pot pourri de revendication d'un ras-le-bol démocratique, parce qu'il y a une véritable faillite des élites en France. Je ne suis pas responsable politique, mais je le vois, je le sens. Regardez notamment sur cet article loi de sécurité globale. On pourrait faire le même crédit aussi sur l'Union européenne, les traités, le plan de relance. La plupart des responsables politiques aujourd'hui, excepté probablement Nicolas Dupont-Aignan et quelques rares autres, finalement, sont assez d'accord. La réforme des retraites, pareil, même système, même recette, tout le monde est d'accord, il faut la faire. Tout le monde est d'accord. Nos responsables politiques,
aujourd'hui, ils vont à leur faillite absolue. Ils sont déjà dans une faillite absolue. Et à un moment donné, quand ils voient que le peuple, parce que vous savez, le peuple, finalement, c'est cette classe laborieuse un peu dangereuse qu'il faudrait éradiquer, parce qu'on ne peut pas dissoudre le peuple, malheureusement. Et finalement, quand la puissance est trop forte, on les traite de complotistes, qui fait une série finalement de populistes. Vous savez, le mot populiste aujourd'hui, si le peuple vote en fonction des élites, c'est la démocratie. Quand le peuple vote contre les élites, ça s'est vu sur tous les traités européens et surtout sur 2005 et le viol démocratique, ce sont des complotistes ou des populistes. Ça, on peut plus, à un moment donné, nos élites françaises depuis 30 ans ne peuvent plus réagir comme ça. Et la seule solution pour apaiser ce pays et redevenir une république apaisée, une nation, parce que c'est le modèle de la République, c'est la nation. À un moment donné, il faudra, je le répète, comme un mantra, mais il faudra faire des référendums. Il faudra arrêter de gouverner en permanence. Je continue sur la réforme des retraites pour finir là-dessus. Regardez Bruno Le Maire, ils sont allés signer un plan de relance à Bruxelles. Là, il n'y a eu aucun consentement à l'impôt. Il aurait mérité un référendum quand même pour savoir si on était d'accord avec un nouveau consentement à l'impôt. Ça n'a pas été le cas. Et maintenant, on commence à nous dire, oui, vous savez, la réforme des retraites, c'est la réforme qui doit faire passer. Et je pense qu'Emmanuel Macron, chez Brutière, quand il parle de réforme dure, il parle de cette réforme des retraites. Il parle de tout ça aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement gênant parce qu'on n'a pas l'impression qu'Emmanuel Macron, il va s'assouplir. Il est en train de se raidir comme un gouvernement aujourd'hui qui sent qu'il perd pied, mais qu'il a un projet à mener d'ici 2022, néolibéral, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, 80% des lois qui passent à l'Assemblée émanent de Bruxelles. Donc il faut arrêter de se raconter des salades. Et le progressisme à la patraque va finalement prendre fin dans des violences populaires qui sont extrêmement préjudiciables pour notre unité, pour notre nation, pour notre avenir, pour nos enfants. Et il faudra arrêter à un moment ce scandale démocratique et revenir à la base de tout. C'est le peuple et la souveraineté nationale des Français à décider de leur avenir par eux-mêmes. Voilà. Nicolas Vidal, vous restez avec nous. On va remercier Antonin Péchard d'avoir suivi avec nous cette manifestation. Benjamin Cauchy, porte-parole de Debout la France, peut-être cette dernière question avant que vous nous quittiez. Vous êtes inquiet peut-être pour les semaines, les mois à venir quand vous voyez ce qu'on a pu voir dans les rues de Paris aujourd'hui ? Je suis inquiet si le gouvernement ne prend pas la mesure du climat de notre pays. Un climat d'insécurité, un climat de laxisme où finalement les délinquants peuvent venir casser dans les rues toutes les semaines, un climat social où les entreprises vont fermer par milliers. On annonce 20% de faillites à partir du mois de janvier en Nouvelle-Aquitaine, pour vous donner des chiffres concrets. On va assister, effectivement, je suis inquiet, dans les semaines qui viennent, à l'effondrement de notre économie réelle. Et donc, il va falloir véritablement que soit le gouvernement entende la colère, écoute enfin l'opposition qui souhaite représenter le peuple et non pas ses intérêts politiciens. Et là, je rejoins Nicolas Vidal là-dessus, c'est au peuple de reprendre le pouvoir. Le peuple ne reprendra pas le pouvoir avec une paire de chaussures en marchant dans les rues tous les samedis. Le peuple ne pourra reprendre le pouvoir que s'il devient le pouvoir lui-même, en s'investissant, en votant, en devenant eux-mêmes des élus, des citoyens qui s'engagent et qui font changer les choses. On ne pourra pas affronter le mur, nous devons être ce nouveau mur. Nicolas Vidal, Benjamin Cauchy parlait de la peur économique, de la peur sanitaire, de la peur sécuritaire, une petite musique qui finalement revient toutes les semaines. Vous le rejoignez ? Bien entendu, je le rejoins là-dessus, Benjamin Cauchy, ancien gilet jaune, donc il connaît bien ces structures-là. Mais ce qui est intéressant, parlons un peu des gilets jaunes rapidement, parce que je pense que c'est le point de bascule. Je pense que c'est la reprise en main, elle est là. Et nous, le gouvernement n'a pas voulu le voir, notre gouvernement n'a pas voulu le voir, et notre classe politique, d'ailleurs, dans son ensemble, n'a pas voulu le voir concrètement. Parce que les gens, à partir du moment des gilets jaunes, ils ont repris en main leur destinée nationale, finalement. Ils se sont rendus compte qu'on était en train de leur faire en travers, notamment l'Union européenne, j'en parle parce que c'est central, très sincèrement, c'est central. Et là, il y a une prise de conscience qui s'est échelonnée au fil et à mesure des jours, et c'est extrêmement intéressant parce qu'on arrive à cette prise de conscience du peuple, de la chose publique qui est pour nous très très précieuse. Et à un moment donné, quand vous tentez en permanence par la force ou des lois scélérates de continuer à gouverner contre une majorité, une majorité de Français, et que vous paupérisez par exemple une majorité de Français, et bien à un moment donné, vous avez un retour de bâton. Je prends juste un exemple, Olivier. Regardez les restaurateurs et les petits commerçants. Bon, les commerçants, ils sont restés ouverts. Je n'ai jamais compris pourquoi on les a laissés fermer, qu'on continue à les laisser fermer, cafés, restaurateurs. Parce que j'ai quand même l'impression, au fond, il y a un fond de sauce là,
qui me permet de dire finalement on veut porter atteinte à la civilisation française, du moins à ce qu'on est dans la France périphérique. Nos villages, le lien social, la coordination, la solidarité de ce qui fait la France depuis de longues années. Et là, au moment donné, il y a des mesures quand même qui portent vraiment à question et qui sont là à mon sens, elles sont assez incroyables et assez intéressantes. Nicolas Vidal, vous restez avec nous. On va remercier Benjamin Cauchy, porte-parole de Debout la France. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France, édition spéciale. Donc, depuis le début de l'après-midi, pour suivre cette manifestation contre la loi sécurité, la proposition de loi sécurité globale, manifestation émaillée de heurts. Vous l'avez suivi en direct sur RT France. On va tout de suite faire un point sur place avec notre reporter David Khalifa. On avance. Non mais c'est fini là, c'est bon, on arrête.